Renaissance, on entend derrière des grands noms comme De Vinci, Raphaël, Michel-Ange. Ils essaient par tous les moyens de dépasser les anciens. Le monde brûle et tout le monde s'en fout. Les histoires, peut-être qu'on raconte les mêmes, mais un regard, on en a chacun un qui est différent des autres. Et c'est pour ça qu'en fait, n'importe qui, je dirais, un artiste en soi, du moment qu'il travaille son regard et son point de vue, c'est ça qui fait peut-être la différence. Bonjour Richard. C'est celle-ci en priorité qu'il faut lire. Alessandro Pignoli. C'est ce genre de personne qui réussit à te faire croire en un avenir joyeux, qui te donne envie de partir tenter toi aussi cette nouvelle manière d'appréhender le monde. Est-ce que le film français doit ou peut faire de la science-fiction ou arriver vers des histoires un petit peu différentes que du réalisme constant Je vous laisse imaginer une naissance qui dure 300 ans. Il va en falloir 2 ou 3 des péridurales. Comment ça va, Bordeaux? En fait, ça m'a retourné le cerveau. Maintenant, je pourrais plus utiliser le mot nature sans penser au petit guillemets. Ouais, let's go, let's go, let's go. Bonsoir, mesdames et messieurs. Vraiment le soir cette fois-ci parce qu'on est, on est vraiment plus tard que d'habitude, 20h, incroyable. Bonsoir, bienvenue sur cette saison 2 de Créatalk. OMG, je sais que nous sommes bien en retard. On commence la saison en reprenant nos habitudes. Ah, terrible. Non, on est en retard, on a eu des petits soucis techniques. Vous le savez, je le dis directement d'entrée de jeu, nous sommes une émission indépendante. Bam, ça c'est dit, on reprend évidemment nos marques petit à petit sur cette émission et on crée toute notre, tout simplement toute notre régie nous-mêmes, notre réalisation, etc. Mais si nous sommes une émission indépendante, vous voulez savoir peut-être, si vous êtes nouveau, qui nous sommes. Nous sommes donc évidemment Créatalk. Bienvenue sur cette émission, une émission qui traite de l'art, de la culture et de la création. On a des petites émissions programmées comme ça, où on discute de ce qu'on aime et on partage ce qu'on aime et ce qu'on adore. Plusieurs artistes, chroniqueurs, apartistes. Soyez prêts à découvrir ça avec nous. J'espère que vous, ça va très bien. Posez-vous. Vous avez vu, on va discuter juste un tout petit peu de ça. On a un nouveau créneau. Et oui, en effet, l'année dernière, dans la saison 1, nous étions le mercredi à 18h30 et maintenant, à partir de maintenant, nous serons en live le lundi soir à partir de 20h. Oh, grand nouveau, grand changement. Alors, je sais, à 20h le lundi soir, normalement, il y a Zen. Mais vous avez vu, on est en quinconce, vu que c'est toutes les 2 semaines. C'est bon. Vous pouvez quand même regarder Zen. Je ne me suis pas présenté comme je le fais à chaque fois. Je suis ADL Poki, aussi connu sous le nom de Augustin de la Perrière, votre hôte pour cette émission. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout pour l'instant. Je pense qu'on va faire venir nos 2 chroniqueurs et apartistes qui sont là pour le début de l'émission. J'ai nommé Dorian Chéniaud et Martin de Pazouar. Hello! Hello. Coucou! Comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés sur ce plateau. Eh ben, ça doit faire quelque chose comme 3 mois. Oui. À peu près. J'ai pas regardé quand est-ce que qui était là, en fait, je me rends compte. Mais en effet, ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas retrouvés ensemble. Déjà, comment ça va, Dorian? Ben, ça va. Non, ça va bien. C'est un peu la fatigue, mais ça va très bien. Voilà, je suis très content d'être là. J'ai commencé cette journée de manière pas du tout. Vraiment, il y a des jours ça veut pas, mais là, depuis à peu près 1h30, ça va mieux. Je suis très content d'être là. Et mon bad joujou est parti, donc tout va bien. Ah, moi, let's go. C'est parti. Et toi, Martin, comment ça va? Bah écoute, ma foi, très bien. Bonne rentrée pour le moment. Tout se passe bien. Master cinéma, toujours à l'université Bordeaux-Montaigne. Super, commence tranquillement à préparer le mémoire. Enfin, le mémoire de M1, bien sûr. Hein. Pas le mémoire de 100 pages de M2. Hein. On va y aller doucement. Ah ouais? Mais voilà, tout va bien. Écoute, merci. Ravi d'être présent avec vous ce soir.
Oh bah c'est toujours un plaisir hein, de toute façon. Ouais, je sais qu'on a déjà un petit peu de retard, mais je voulais voir comment est-ce que ça allait. Dorian, si jamais tu voulais aussi nous dire un petit peu où t'en es. Parce que c'est vrai que finalement, au fil des années, vu qu'on a déjà fait une saison 1, bah on va suivre aussi chaque chroniqueur et chaque personne qui participe. Donc bah on veut savoir un petit peu si ça va dans ta life. Ouais, mais je vais en parler dans ma chronique, Ah, donc let's go, trop bien. J'arrête pas de spoil en fait. J'arrête pas de spoil. Eh bien, écoutez, en fait, je pense qu'on va tout de suite rentrer dedans. Comme tu as, je pense, fait dans la saison 1, tu avais ouvert le bal avec ta première chronique. Dans la saison 2, tu vas pouvoir te lancer aussi. J'ai l'honneur, mesdames et messieurs, de vous présenter la chronique de Dorian. De quoi qu'on parle, et je pense que il nous a préparé quelque chose de très chouette. J'ai vraiment hâte de découvrir. Et bonjour à tous. Effectivement, il est vrai que l'année dernière, j'avais inauguré, et je dois dire que je suis bien incapable de me souvenir quelle était la thématique de ma chronique Ah si, quand on avait fait nos petites émissions durant l'été, j'avais commencé mon cycle sur les éléments avec les éléments et la création, avec ma chronique sur le feu. Mais aujourd'hui, pour cette nouvelle saison, on va partir sur quelque chose de nouveau. Voilà, j'ai eu envie d'explorer. On va toujours parler de c'est quoi qu'on parle, d'histoire, de philosophie, d'histoire de l'art, essayer un petit peu de comprendre qu'est-ce que c'est que ces mots qu'on emploie de manière parfois un petit peu galvaudée, comme diraient les gens du siècle dernier. Mais voilà, on va partir sur quelque chose de nouveau. Nouveau. Renouveau. Parce que c'est le titre de cet épisode. Ça veut dire que, en fait, c'est nouveau. Donc ça veut dire qu'il y a du nouveau. Mais renouveau, ça veut dire que c'est encore plus nouveau que le nouveau. C'est nouveau, mais re. Il y a une nouveauté pour moi depuis l'année dernière. Donc c'est ce qu'Augustin me demandait tout à l'heure. C'est que je suis devenu prof de français. Et de latin. Et de théâtre. Et d'histoire. Mais ça, pour cette chronique, c'est moins important. Mais du coup, moi aussi, je me renouvelle. Je me réinvente. Je prends les mêmes et je recommence, mais pas tout à fait. Moi aussi, je suis re. Bref, latin. Renouveau, ça vient du latin novellus, qui veut dire ce qui vient d'apparaître, et lui-même hérité de novus, qui veut dire neuf. Novellus ou novellus, comme on dirait plutôt en latin, c'est le diminutif de novus, un diminutif plus long, vous me direz. Et oui, mais un diminutif qui nous dit que c'est vraiment tout nouveau, un petit oisillon à peine sorti de l'œuf. C'est tellement mimi et choupi que boum, on ajoute une syllabe pour exprimer à quel point c'est beaucoup trop kawaii. Encore plus récemment né que le nouveau-né, ce qui veut dire que renouveau, eh bien, ça sous-entend qu'on est né à nouveau. Et ça, j'aime bien. Ça me parle. Le phénix qui renaît à nouveau de ses cendres, la lune qui boucle son cycle. Mais alors, vous me direz, pourquoi on ne dit pas renaissance? Très juste. Plutôt que renouveau. Il faut dire que renaissance, c'est un peu connoté. Renaissance, avec la majuscule d'ailleurs, quand on le dit, on entend derrière des grands noms comme De Vinci, Raphaël, Michel-Ange, Giotto, Brunelleschi, Vasari, Masaccio, et j'en passe. Si vous ne les connaissez pas tous, je vous invite à aller voir, c'est plutôt pas mal. On remarquera d'ailleurs qu'il n'y a que des hommes, mais n'allez pas croire que pour renaître, il faut absolument avoir le costume 3 pièces masculin. Que nenni. Bref, cette renaissance-là, qui a duré grosso modo de 1350 à 1650 en Europe occidentale notamment, je vous laisse imaginer une naissance qui dure 300 ans, il va en falloir 2 ou 3 des péridurales, bref, tout n'est pas nouveau pendant la Renaissance, bien au contraire. Les nouvellement appelés artistes considèrent que la perfection a été atteinte par les anciens, ceux de l'Antiquité, et que tout ce qu'ils peuvent espérer, eux, les renés, les renaquis, c'est égaler les anciens. Pas très nouveau tout ça. Et en même temps,
paradoxalement, ils essaient par tous les moyens de dépasser les anciens. Prenez De Vinci, le fameux, dont vous voyez ici un des croquis. Il voulait dépasser tout le monde au sens propre du terme, vu qu'il dessinait des machines pour voler. Renaître pour dépasser, renaître pour s'envoler au-delà. Ce qui sous-entend quand même que pour dépasser ou se dépasser, il faut quand même mourir un petit peu, comme aurait fait probablement le pilote de cette machine très très ingénieuse et très très belle, mais qui n'aurait sûrement pas fonctionné. Une mort spirituelle ou une mort métaphorique. Ça a été d'ailleurs le but premier de l'art nouveau au tournant du 19e et du 20e siècle. Faire mourir l'ancien, qui ne fait que reproduire l'antique, qui ne fait que reproduire le classique. Faire mourir les formes déjà vues pour laisser place à des formes nouvelles. Et là, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une petite pensée pour Tchekhov et cette chère pièce La Mouette et Treplev qui veut tout le temps imaginer des formes nouvelles. Et ces formes nouvelles pour l'art nouveau sont toutes de courbes dessinées, des formes inspirées de la nature, une volonté d'art total qui s'introduit dans le quotidien, dans l'architecture, un art dans lequel on peut naître, vivre et même mourir. C'est vrai que quand on y pense, quoi de plus nouveau que la nature? Et en même temps, c'est pas si bête. Qui mieux que la nature, sans cesse et sans y penser, naît et renaît sans arrêt? Qui mieux que la nature se réinvente et s'adapte? Qui mieux que la nature dépasse à force de temps et de volonté toutes les frontières? La nature qui meurt et qui renaît sans cesse. À croire que la nouveauté n'est possible que grâce au cycle, au recommencement. La nouveauté ne peut être que cyclique, sphérique comme la coupe de cheveux d'Agnès Varda. Considérée par certains comme la réalisatrice du premier film de la Nouvelle Vague, ce mouvement cinématographique des années 50-60, dont Pazou vous parlera mieux que moi, la Nouvelle Vague, opposée à l'ancienne vague, j'imagine, qui devait être faite de vieux croulants qui trempent dans une eau marronasse qui sent la poussière. Cette nouvelle vague naît d'une envie de rupture, cassée avec une tradition, avec une forme trop classique et trop connue, déjà vue, déjà goûtée. Une quête de liberté et d'indépendance. Voilà ce qui caractérise les héros de la nouvelle vague. Tout faire péter, comme Pierrot le Fou, renouveler les codes. Pas forcément les histoires, car certains diront qu'on raconte toujours la même chose depuis l'Antiquité et même avant, ce qui aurait fait plaisir aux Renaissants pour le coup. Mais renouveler la manière de faire. Pas changer les mots, mais changer la grammaire, changer la syntaxe. Interroger le pourquoi, bousculer le comment, pour que le quoi s'emplisse d'un vent de fraîcheur, d'un éclat de beauté inédit, d'une petite pépite de Nowellus qui, aussitôt mise en forme et perçue, deviendra déjà une pépite souvenir. Car c'est peut-être ça le plus frustrant, c'est que le nouveau est insaisissable, le nouveau sensation. Il ne peut être que lorsqu'on fait craquer la reliure rigide d'un livre neuf, lorsque la lumière baisse dans la salle de cinéma pour une avant-première, lorsque, passé le vertige, on pose le premier mot sur la page. Et ça devrait être ça, le syndrome de la page blanche. Non pas ne pas savoir quoi écrire, mais bel et bien se retenir d'écrire pour étirer le bonheur Nowellus d'une nouveauté déjà histoire. Alors, me direz-vous, la nouveauté, le renouveau, c'est impossible. Irréel, inatteignable. Oui, non, peut-être. Est-ce vraiment important? Les choses changent et c'est ça qui est beau.
Peut-être qu'elles deviennent très vite has-been et que la nouveauté est déjà partie courir très loin devant avec ses 2 copines, la perfection et l'utopie. Eh bien, tant pis. Je suis peut-être pas nouveau, je suis peut-être has-been, mais je me réinvente et j'avance. Et peut-être que dans quelques années, dizaines, voire centaines, quelqu'un écrira un texte sur la nouveauté, une chronique, probablement holographique si on en croit la science-fiction, et parlera, avec un peu de chance, de moi, de nous, de notre émission, et de comment moi, nous, on a essayé et échoué lorsqu'on a... Mais après tout, n'est-ce pas la plus belle chose qu'un créateur peut espérer? Essayer, échouer, réessayer, échouer à nouveau, mourir, renaître, mourir encore et renaître à nouveau. Et parfois, de temps en temps, toucher du bout des doigts, du bout des lèvres, du bout du cœur ou de la pensée, un petit fragment d'éternité. Waouh. Et ce sera tout pour cette première chronique. Waouh. Eh ben, merci beaucoup, Dorian. Tu nous as partagé une chronique un petit peu plus écrite à la manière de Dorian, auteur que tu es. Oui. Et je trouve ça génialissime. Je pense que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent le penseront aussi. En tout cas, je l'espère, parce que tu nous as emporté dans quelque chose de très beau par rapport au créateur. Justement, c'est une question qui se pose souvent, le côté si tout a déjà été fait, tout a déjà été raconté, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Et c'est... Ah. Dorian a fait son drop de mic juste simplement en quittant la conversation. Le revoilà. Mais marre de la technologie. Ça ne restait que magnifique et très touchant, en effet, comme dit Nemax. Je sais plus ce que je disais avant que tu disparaisses dans les étoiles. En fait, c'est ça, t'as disparu dans les étoiles. Mais ouais, le côté tout a déjà été fait, c'est quelque chose qui, quand t'es jeune créateur surtout, en tout cas moi qui je connecte un petit peu avec ça, ça peut faire extrêmement peur. Mais c'est un texte que tu nous as fait, c'est un vrai truc à lire et à entendre. Ça a fait beaucoup de bien, donc merci beaucoup. Ah bah, je suis content. Ah bah ouais. Ouais, parce que pour être parfaitement honnête, enfin, j'ai été, on a été avec Romy un petit peu à l'initiative de cette thématique. On s'est dit tiens, bah ça serait bien de parler de la nouveauté pour recommencer. Et puis je me suis dit super intéressant. Et puis après je me suis posé dans mon coin et je me suis dit mais de quoi je vais parler? Ça me faisait un peu peur comme sujet parce que c'est très vaste et en même temps c'est complètement insaisissable ce que c'est que la nouveauté, mis à part d'un point de vue commercial presque. Et j'avoue que le point de vue commercial ne m'intéresse pas trop. Donc d'un point de vue philosophique... Oh, bonjour. Bonjour Lucas. Aménir pose une très bonne question et dit pourquoi le renouveau et pas seulement nouveau pour le thème? Bah déjà parce que c'est la saison 2, je dirais. Donc on n'est pas nouveau, on est juste renouveau. C'est vrai. Et parce que justement, en fait, par rapport à ce qu'on dit et ce côté cyclique des choses et l'autocitation qu'on fait tout le temps par rapport à ce qu'on a déjà vu et tout ça, je pose la question, est-ce qu'il y a vraiment jamais quelque chose de complètement nouveau? Des regards posés sur les choses peut-être, mais pas plus. Donc c'est pour le large, ouais, je trouve ça peut-être plus intéressant cette idée de renouveau. Le nous inscrit dans une tradition, dans une histoire. Ouais, on ressent le passé, ce qui a été fait avant. C'est vrai que c'est bien ce que tu dis par rapport au regard. En fait, ce qui est nouveau, c'est le regard et comment est-ce que toi tu perçois ce qui est fait, ce qui est proposé par du coup un artiste ou peu importe. J'aime beaucoup cette pensée-là du côté. C'est le regard qui fait le renouveau.
Ben oui, parce que c'est pour ça qu'en fait, n'importe qui, je dirais un artiste en soi, du moment qu'il travaille son regard et son point de vue. Nous, on nous parlait tout le temps de point de vue. Quel est ton point de vue sur ça? Et le regard, c'est la même chose parce que les histoires, peut-être qu'on raconte les mêmes, mais un regard, on en a chacun un et qui est différent des autres. Donc, c'est ça qui fait peut-être la différence, je me dis. Bah ouais. Bon, ça me va tout à fait. Est-ce que ça te va, toi, Martin? Bah parfaitement, j'ai rien à ajouter. Ouais. Bah, si jamais tu n'as rien à ajouter là-dessus, je crois que tu vas avoir des choses à nous dire sur ton aparté que tu nous as préparé. Ce soir, Martin nous fait le plaisir de nous proposer un aparté que je vais d'ailleurs en fait juste te laisser faire et tu vas nous faire découvrir, je crois, un film. Tout à fait. Donc, rebonsoir tout le monde. Bien écoutez, sans plus tarder, je commence mon aparté et ce soir, je vais vous parler d'un film que je suis allé voir au cinéma en avant-première. Et ce film, il s'agit du Règne animal, qui est un film français réalisé par Thomas Caillet, donc qui est sorti cette année. Et il faut savoir que ce film, il a été présenté en ouverture au Festival de Cannes dans la section Un regard. Une section qui, d'après le site du CNC, met en avant les films originaux et les talents de demain. Donc je vous lis un petit synopsis pour vous contextualiser le film. Dans un monde en proie à une vague de mutations qui se transforme peu à peu certains humains en animaux, François, interprété par Romain Duris, fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, interprété par Paul Kircher, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence. Voilà. Sujet assez fort, ma foi. Et donc ce film, je l'ai découvert le vendredi 15 septembre au UGC Ciné-Cité Bordeaux de Gambetta. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, il y avait le réalisateur Thomas Caillet et l'acteur principal Romain Duris. Et donc ce film, nous l'avons découvert avec le public dans la plus grande salle du complexe, qui était pleine à craquer. Hein. Et c'était très beau parce que pendant le visionnage, ce que j'ai senti, c'est que l'ambiance était vraiment fabuleuse. Je sentais que le public était véritablement atteint d'une stupéfaction, d'une fascination commune face à ce long métrage que je qualifierais d'étrange et qui nous était délivré sur cet écran gigantesque, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Et c'est pour ça que pour moi, seul le grand écran de cinéma est capable d'une telle force d'osmose devant un film comme celui-ci. Donc nous avons eu la chance de voir Thomas Caillet et Romain Duris après la projection, qui ont répondu à quelques questions du public. Et donc selon eux, ce film mêle autant l'intimisme que le fantastique. Donc oui, ainsi, voilà, donc les deux personnages principaux, le père et le fils. Ainsi, plus qu'une simple histoire de mutation et d'apocalypse, le cœur de l'intrigue, c'est véritablement le lien à la fois fragile et puissant qui unissent François et Émile, et qui sont au passage magistralement interprétés par Romain Duris, qui trouve assurément l'un de ses plus beaux rôles, dans ce rôle de père empli de doutes et de peur pour l'avenir du monde, mais surtout pour celui de son fils, et le jeune Paul Kircher, qui avait joué dans le lycéen Christophe Honoré, mais je ne l'ai pas encore vu, il faudra que je le rattrape, qui interprète son fils, Émile, et qui est, je pense, promis à une brillante carrière d'acteur au vu de sa prestation bluffante, autant sur le plan physique qu'émotionnel. Donc il est dans la peau d'un adolescent qui est en proie à des changements pour le moins surprenants. Et donc c'est une histoire de famille, mais qui est aussi agrémentée d'un propos fort sur le racisme, la peur de l'autre et la folie que je qualifierais de belliqueuse qu'elles peuvent engendrer, ce qui donne parfois lieu à des scènes très fortes en tension. Et en plus de ce principal, on retrouve cette chère Adèle Exarchopoulos, qui interprète une gendarme très charismatique et qui fait en quelque sorte office de pilier moral et protecteur pour la petite famille. Nous avons également l'acteur franco-israélo-français Tom Mercier,
dans le rôle de Fix, une créature qui est effrayante de prime abord, mais qui est absolument bouleversant de justesse lorsqu'Émile et par la même occasion les spectateurs apprennent à le connaître. Et nous avons également Billy Blin, que vous voyez sur la photo, qui interprète Nina, une amie d'Émile, qui est atteinte du trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. Et donc c'est la seule camarade de classe qu'il accepte tel qu'il est, avec ses doutes et ses fragilités, on va dire. Et pour moi, c'est ça justement une des grandes qualités de ce film, c'est que les défauts et les peurs de ces personnages sont très bien mis en avant et ne font que renforcer notre empathie et notre attachement envers eux. Et donc nous avons ce point fort au niveau des personnages, mais nous avons également la mise en scène de Thomas Caillet, qui arrive parfaitement à capter l'intimité de ces personnages, mais également à nous immerger dans cet univers fascinant qui est tourmenté par la paranoïa, la crainte de d'invasion de ces créatures mutantes. Et au passage, on ne connaît pas véritablement leurs origines, et c'est peut-être le mieux pour nous laisser libres de toute interprétation. Et donc Thomas Caillet a filmé notamment dans des immenses décors naturels, les forêts des Landes, de Dordogne et de Gironde. Alors, le tournage a été fait en 2 parties. La première partie dans les forêts des Landes. La deuxième partie a été tournée ailleurs, je ne sais plus exactement, puisqu'il y a eu les incendies l'été dernier, malheureusement. Et donc, Thomas Caillet, tel Steven Spielberg avec le requin Bruce des Dents de la Mer, eh bien, nous laisse découvrir par fragments ces créatures fascinantes qui peuplent son œuvre. Une aile, des griffes, des yeux de reptile, un dos... je ne sais pas vraiment si c'est un reptile ou un fauve, mais un dos peu commun, c'est sûr. Hein, on voit pas des humains avec un dos comme ça, sauf s'il est tatoué, bien sûr. Et il faut noter par ailleurs que le travail sur les effets spéciaux et les maquillages est remarquable de réalisme et d'authenticité, surtout pour une production française, tant par rapport au design de ces créatures que sur leurs blessures qui sont infligées aussi aux humains. Et c'est vraiment encourageant à ce niveau-là pour les futurs films de genre français, je pense. Et il faut également saluer le superbe travail qui est accompli sur les effets sonores et les autres bruitages, qui apportent, selon moi, une dose supplémentaire d'immersion dans ce monde fictionnel mis en place, autant les grognements des créatures que les sons de la forêt et la bande sonore qui mêlent poésie et mystère. Et en salle de cinéma, c'est encore plus immersif. Donc pour conclure, ce film, Le règne animal, c'est un superbe long métrage de genre, entre amour familial, apprivoisement d'un monde peu commun aux yeux des êtres humains, empli d'émotions et d'humanité, et qui, je l'espère, ouvrira la voie à d'autres films dans cette veine, afin, pourquoi pas, de renouveler le paysage cinématographique français et peut-être, qui sait, enclencher une nouvelle ère marquante. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup, Martin. C'est bon, on m'entend. Hein. Merci, Martin, pour ce décortiquage de film. En plus, film récent, film nouveau, en effet. Tout à fait. Je savais pas exactement trop à quoi m'attendre. Moi, j'ai vu un petit peu ce film passer. Et je pense que là, la manière dont tu l'as présenté, j'ai bien envie d'aller le voir. Ouais. Vraiment bien envie de voir ça aussi. Déjà, à réussir à découvrir ça avec ta vision, c'est quand même très chouette. Mais aussi, pouvoir se faire son propre avis, quoi. Ah, et ce que je n'ai pas dit aussi dans la chronique, enfin dans l'aparté, c'est que nous avons une ancienne camarade du groupe Florent qui joue dans ce film. Ah ouais? Louise Léry. Ah, c'est là-dedans qu'elle est! Ouais. Mais oui, c'est vrai! Ouais. C'est vrai, Louise est là-dedans! J'avais zappé, évidemment qu'il faut aller le voir alors! Voilà, évidemment. dédicace à cette chère Louise. Mais oui, félicitations Louise, que vous ne connaissez peut-être pas dans le chat ou en rediffusion si vous nous écoutez, mais elle est très très forte, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est sûr. C'est tout ce qu'on peut dire, mais ouais. En plus d'être un amour de personne. Ah oui, ouais, c'est vrai. Oui, en plus on a tous travaillé avec elle. Tout à fait. C'est vrai. Ah, elle est géniale et on est très. Moi, je suis très très heureux qu'elle puisse commencer à arriver dans des productions comme ça, quoi. Production comme ça, qui, je me rends compte, tu l'as très bien dit quand tu as terminé ton aparté, Martin,
On en avait discuté quand on était sur le live de Monsieur Lalibellule. Il y a quelques semaines, on avait discuté du genre des films français. Est-ce que le film français doit ou peut faire de la science-fiction ou arriver vers des histoires un petit peu différentes que du réalisme constant, etc. Bah, j'ai l'impression que, en tout cas, avec ce film que tu nous présentes, c'est en bonne voie. Bonne voie. Ouais, franchement, oui. Je voulais voir un petit peu si jamais tu as peut-être des idées sur ça. Moi, je me suis posé cette question en termes de budget. Parce que c'est souvent ce qu'on nous dit. On peut pas faire de grands films comme ça avec un budget énorme. Non, c'est très compliqué. Ouais. Et toi, du coup, comment est-ce que tu as ressenti ça? Je sais que parfois, on peut sentir des limites de budget. On peut sentir qu'ils auraient voulu aller plus loin. Et finalement, ils ont dû complètement se restreindre, où il y a des choses qui n'ont pas été faites de la bonne manière, où on sent que ça pêche un petit peu par rapport à ce film-là. Où est-ce que tu places ça? Honnêtement, j'ai pas senti de limite. J'ai senti que le potentiel était exploité à son maximum. Enfin, d'après ce que disait Thomas Caillet, il y avait quand même une sacrée équipe, je crois, pour les effets spéciaux. Et ça se sent que ça a été travaillé au niveau des textures, des mouvements. Enfin, pour moi, ça rivalise limite avec des productions américaines. Hein. Ouais. Ah oui, franchement, ouais. Bon, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. J'espère sincèrement qu'on va pouvoir continuer à en avoir. Et les maquillages aussi, ça m'a fait penser beaucoup à ceux des films de Guillermo del Toro. Enfin, je spoilerai pas par rapport à certaines créatures, mais ouais, ça m'a fait penser à Doug Jones, notamment, qui interprète toutes les créatures étranges. Oui. Le faune dans le labyrinthe de Pan, Absapiens dans Hellboy et d'autres films, mais c'est à ce niveau-là, ouais, c'est assez bluffant le réalisme du maquillage, enfin, l'immersion dans notre monde, c'est quand même assez bien amené ça. Ça c'est chouette et du coup le plan du dos avec les écailles, je le trouve extraordinaire. Ouais. Enfin, on dirait du vrai, quoi. Oui, absolument. Ouais, et ça fait plaisir. Vraiment, je suis content et du coup, je vais absolument aller le voir. À voir au cinéma, comme tu as dit. Hein. Oui. Il faut faire des entrées. Oui. Exactement, il faut faire des entrées. Oui. Il faut faire des entrées, montrer aux producteurs, les fameux producteurs, qu'on a envie de voir ces choses-là, qu'on a envie d'un renouveau au cinéma avec ce genre d'histoire-là. Du coup, plutôt science-fiction / fantasy, j'ai vu sur Internet qui le décrivait comme de la fantasy. Pour moi, on est plus proche de la fantasy mêlée à de l'apocalypse. Enfin, je ne saurais pas trop comment le situer. Enfin, peut-être une sorte d'hybride. Hybride. Ça, c'est une bonne manière de décrire un film où il y a des humains mutants un peu hybrides. T'as dit que tu avais pu voir le film en avant-première avec réalisateur, acteur, etc. Est-ce que tu as des retours un petit peu sur ce qu'ils ont pu dire, etc. Des trucs qui t'ont marqué? Par rapport à ce qu'ont dit le réalisateur et l'acteur. Bah, je sais que Romain Duris est beaucoup revenu sur cette question d'intimité quand les spectateurs qui lui ont posé des questions disaient qu'est-ce que ça vous a fait de tourner dans un film fantastique, avec un tel budget, des décors et des effets spéciaux impressionnants. Ouais. Et lui, ce qu'il disait surtout que c'était d'abord le scénario, la relation avec le fils qui l'avait touché, que après les effets spéciaux, il le disait, ça dépendait pas de lui, il jouait avec, mais voilà, c'était surtout cette aventure familiale, lui, qui l'avait touché. Et c'est pareil pour Thomas Caillet, en fait. Lui, c'est limite secondaire, on va dire, la question des créatures. Enfin, ça joue dans l'évolution des personnages, mais c'est pas souvent au premier plan. C'est vraiment le père et le fils qui sont au centre du récit. Okay. Ils ont beaucoup parlé de ça, ouais. Donc, en fait, on a une histoire... Comment est-ce qu'on tourne ça? Une histoire... fantastique, dystopique, comme dit Aménir dans le chat. Absolument. Mélangé à donc ces morceaux d'histoire et ces manières de raconter un petit peu plus humaines qui nous touchent en fait un peu plus.
c'est un film qui mélange vraiment les genres. C'est très particulier, enfin, surtout dans le cinéma français, de voir un film comme ça mélanger autant de genres, mais avec habileté, hein, parce que c'est pas évident. Oui, c'est vrai que c'est pas le genre de truc qui est. C'est peut-être que ça prend un peu le meilleur de différents genres, parce que d'arriver à mettre une très belle histoire de famille au service, enfin peut-être même plutôt de mettre le fantastique au service d'une belle histoire de famille et humaine. Moi, je trouve ça assez beau. Oui. Mais je suis d'accord, ouais, c'est vraiment ça qui compte. Bah trop bien, trop bien. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ça. Merci. Ouais, vraiment, on va s'empresser d'aller voir ça au cinéma. Et Excellent. on va aussi s'empresser de passer à la chronique suivante, car depuis que nous discutons, nous avons quelqu'un qui nous a... Ah, c'est fou. Vraiment, ton timing, Dorian, le timing de la connexion de Dorian, j'allais vraiment dire, on a pu avoir quelqu'un qui nous a rejoint, et Dorian s'en va. Roman nous a rejoint sur l'émission. Juste là, ah bah, pardon, j'aurais peut-être dû prévenir en effet. Ah oui, coucou Roman. C'est vrai, Roman qui arrive en fait tout juste pour expliquer, enfin tu l'expliqueras mieux que moi, mais elle est tout simplement en train de se démaquiller car elle était en cours de clown, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, on est franchement trop content parce que en effet, le fait d'avoir aussi modifié le créneau horaire de Créatol, et du coup plutôt de le faire à 20h, ça nous permet d'avoir certaines personnes qui ne pouvaient presque jamais être là en live, de pouvoir être là. Un petit peu en speed, comme on peut le voir. Ça va, Roman? Normalement, vous m'entendez là. Oui, c'est bon. Yes. Ça va à tous. Hello. Alors attendez, j'essaye de vous mettre en grand écran parce que... Ah voilà, c'est bon. C'est bon. Je m'excuse de ce démaquillage, mais... Il n'y a vraiment pas de souci, c'est ça aussi les artistes. Hein. On vous ment pas. Ce sont des vraies discussions avec de vrais artistes qui font ça, dans leur vie, qui n'ont pas forcément une connexion internet qui fonctionne bien. Mais ça m'agace parce que... Bah non, c'est juste que Dorian a disparu. Ah mince. Mais vous m'entendez ou pas? On t'entend. Est-ce que tu te sens directement... Bon voilà, on a un petit mouvement dans l'émission, petit rebondissement. Est-ce que tu te sens de prendre... Parce qu'on y est, en fait, on est à ta chronique à toi. Est-ce que tu te sens d'enchaîner? Eh ben écoutez, de toute façon, oui. Hein, juste... non, bah je vais rester comme ça. Ouais. Bon bah du coup je m'excuse un tantinet pour ce visage un peu peint et je vais essayer un maximum de me replonger dans ce que je vais dire pour pas passer à côté parce que ce serait quand même bête. Oui, c'est vrai. Alors, je vais faire les choses dans le bon sens, je vais ouvrir mon texte et ma foi, je vous dis à vous les studios. C'est parti. Eh bien écoute, je lance. Nous sommes à la première de Littérature pour la saison 2 de Romy. Le renouveau. Alors, le renouveau, définition. Renaissance de la végétation, retour de la vie, en particulier au printemps. Deuxième définition. Fait pour une chose d'exister, de se produire de nouveau ou de reprendre sa force initiale. Troisième définition. Remise en usage en honneur de ce qui a disparu et tombé dans l'oubli. Si tu as l'impression qu'à chaque fois que tu allumes ta radio, tu n'entends que des nouvelles désastreuses écologiques, si tu croises ton voisin qui se plaint tout le temps parce qu'il pleut alors que le monde brûle et tout le monde s'en fout, si devant ton petit jardin partagé, coincé entre deux immeubles, des 4x4 et des Porsche passent à toute allure à vitesse de journée,
à longueur de journée, si tu développes cette nouvelle angoisse du 21e siècle appelée l'éco-anxiété, car ta ville de cœur va être sous les eaux si on prend plus 3 degrés dans la gueule, et que ta ville n'aura jamais aussi bien porté son nom. Comment ça va, Bordeaux? Bébé alors, la petite place des quinconces, on a voulu voler la vedette au miroir d'eau, c'est ça? Et si de l'autre côté tu te dis finalement, tant mieux, allons-y. Touchons le fond, vivons la fin de ce monde, la limite de ce système basé sur la surconsommation et la surproduction, sur la destruction des liens humains, des liens avec la nature, qui est, soit dit en passant, un concept problématique créé par l'Occident, mais on va en reparler tout de suite après. Si toi aussi tu aimerais vivre l'effondrement pour reconstruire et reconsidérer des choses oubliées, perdues, dévalorisées par notre système actuel, Pinocchi, cet homme plein de bon sens, saura te faire rire sur des sujets qui, habituellement, te donnent envie de pleurer. Mais je laisse place à la chronique, tenue par la Moi du présent. Moi du présent, c'est à vous. Pinocchi, Alessandro Pinocchi. C'est ce genre de personne qui réussit à te faire croire en un avenir joyeux, qui, malgré la cata complète qui régit notre société, réussit à te montrer un ailleurs, un autre possible, qui au lieu d'encore plus t'enfoncer dans le marasme ambiant, t'élève et te donne envie de partir tenter toi aussi cette nouvelle manière d'appréhender le monde, de le vivre, et pas seulement en pensée bien pensante d'un certain soir, et puis le lendemain on oublie tout, mais aussi en actes concrets. Pinocchi, à la base, il est chercheur en sciences cognitives et en philosophie, et il est aussi auteur de bandes dessinées. C'est ça qui nous intéresse. Pour un peu vous expliquer la chronologie du bonhomme, après avoir lu les travaux de l'anthropologue Philippe Descola, alors, un petit point vocabulaire, parce que comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'adore relire des définitions, parce que souvent on utilise plein de mots sans même plus savoir ce que ça veut dire. Donc un anthropologue, c'est quelqu'un qui fait de l'anthropologie, et l'anthropologie, c'est la science qui étudie le comportement des sociétés humaines, leurs croyances, leurs rites, etc., selon l'environnement dans lequel elles vivent. Et donc Philippe Descola a écrit un livre qui s'appelle Les Lances du crépuscule, qui traite de ces 3 années de vie au sein d'un peuple indien d'Amérique du Sud, les Jivaros ou Jivaros, je ne sais toujours pas comment on dit et j'ai pas envie de dire de bêtises. Et plus spécifiquement, dans ce peuple, il y a la tribu des Achuars, et c'est là où lui, il est allé. Et donc, Pinocchi lit ce livre et le travail de cet anthropologue. Alors là, on va faire une petite pause parce que c'est très important. C'est autour de ça que s'articule tout le travail de Pinocchi. On va faire un petit point. Dans la cosmologie Jivaros, le concept de nature n'existe pas. Et à partir de maintenant, dans cette chronique, dès que je vais dire nature ou que je vais utiliser un pronom qui s'en rapporte, je vais utiliser les petits guillemets visuels pour qu'on puisse bien comprendre pourquoi je fais ça. Je vais vous expliquer, c'est que donc dans cette cosmologie, ça n'existe pas, la nature n'existe pas. Pourquoi ? Parce que la nature, donc, c'est une construction occidentale qui se distingue de la culture. En créant ces concepts, la société occidentale, donc c'est la nôtre, a apposé le fait que la nature était autre. Et cette distinction, ce fossé créé entre nous, humains civilisés, et la dite nature, ça génère un lien, une relation très particulière entre nous et elle, petit guillemets, c'est tout simplement une relation, enfin tout simplement et tristement, une relation de sujet à objet. Donc là, normalement, on a une petite image formidable de la bande dessinée. Donc par exemple, ce petit arbre nous sert à purifier l'eau et à piéger le carbone pour en refaire du dioxygène. La petite abeille, voilà, elle pollinise nos cultures. Le petit oiseau, il chante pour égayer nos balades. Donc ça, c'est une relation sujet-objet. Nous sommes les sujets, êtres vivants, pensants, émotionnels, tout ça, tandis que nous considérons la nature comme un objet, sa valeur à nos yeux ne dépendant que du service qu'elle peut nous rendre. Nous la visualisons sous le prisme de l'exploitation. Ok, tout ça c'est nous. Le monde occidental, le capitalisme, le productivisme, tout ça. Mais le monde est multiple. Et notre prisme n'est pas la vérité, n'est pas la réalité, mais un choix que notre société à un moment a fait.
Alors c'est un faux choix vis-à-vis de nous individus, parce que quand tu nais et que tu vis dans un système de pensée et de société aussi énorme et aussi prégnant, tu t'en sors pas facilement. T'as pas vraiment le choix quand tu nais de décider de vivre dans une société capitaliste ou non quand tu es dans le monde occidental. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il existe d'autres réalités, d'autres possibles. Et les Indiens Jivaros ou Rivaros nous montrent une autre relation possible, celle de sujet à sujet. Donc là, par exemple, la petite image va se changer. Et donc, un arbre peut être ton pote, une abeille un collègue, et le petit oiseau la famille. Donc, ce que je veux dire, c'est que là-bas, dans leur culture, les animaux et les plantes sont considérés de la même manière qu'un être humain, avec des pensées, des émotions, un esprit. Ça s'appelle l'animisme. Alors, quand je parle d'émotions, de pensées, etc., c'est pas au sens humain. On se dit pas qu'il y a des substituts d'êtres humains dans ces êtres vivants, mais leur valeur est égale à la nôtre. Ils vivent selon leur nature et c'est tout aussi important que nous, comme on vit en tant qu'être humain. Je vais lire un petit extrait que j'ai pas sous la main tout de suite parce que je l'ai pas vu, mais il est là. Hop. Alors, où est le toucan? C'est un extrait sur le toucan. Je ne trouve pas le toucan. C'est terrible. Bon, écoutez, tant pis, il n'y aura pas le toucan. J'ai pas envie de perdre trop de temps à chercher un extrait que j'avais pourtant sélectionné, tant pis. Donc, les êtres vivants, plantes, animaux, même valeur que nous. Et commencer à penser comme tel, c'est admettre que nous ne sommes pas les êtres vivants qui priment sur cette terre, que tout ne nous est pas dû, que nous ne sommes pas plus importants que les autres. C'est reconsidérer l'ensemble du vivant. Tu passes pas de la même manière devant un pigeon mort, car ce serait comme passer devant un cadavre d'humain. Ça aurait la même valeur. Car dans les deux cas, c'est un être vivant considéré à égalité. C'est énorme. Je sais pas si vous essayez de penser une seule seconde comme ça dans l'ensemble de votre vie, c'est énorme. C'est Inception, le bordel. C'est le retournement. Et Pinocchio parle d'à quel point sa vie a changé quand il a pris conscience que la nature n'existait pas, ou tout du moins que c'était un concept créé par notre société. Donc quand il a lu ce livre, Les lances du crépuscule de Philippe Descola, il s'est dit, eh ben, ça me retourne tellement le cerveau que je vais aller voir de moi-même. Il va aller lui-même à la rencontre des Indiens Jivaros, Rivaros. Et donc, je vais vous parler de la première des 4 BD dont je vais vous parler. Donc, la première BD, c'est Anent. Alors, tu peux mettre en très grand et cacher ma tête. Vraiment, il n'y a pas de problème. Donc, Anent, ça retrace la rencontre de Pinocchio avec des peuples Jivaros, Rivaros, en opposant son expérience à celle de Descola, qui a eu lieu 40 ans plus tôt. Philippe Descola, l'anthropologue dont je parlais. Il y a de nombreuses pages qui mettent en contraste leurs 2 expériences, avec des aquarelles en noir et blanc pour Descola, avec des extraits de son livre Des lances du crépuscule. Et donc il y a ce côté-là, et puis il y a des dessins en couleur ou plus croqués, plus faits rapidement pour l'expérience de Pinocchio. Voilà, plus comme ça. Ce qui ressort beaucoup dans cette bande dessinée, c'est la mutation qui a eu lieu dans leur peuple en si peu de temps, du coup en 40 ans. Il y a certaines traditions du peuple Jivaros, Rivaros, qui sont en voie d'extinction ou qui ont disparu. Et donc quand lui, il met en comparaison ce qu'il a lu dans le livre, ce qui s'est donc passé il y a 40 ans, et ce que lui est en train de vivre, il est un peu décontenancé. C'est une BD à la première personne, donc il se dessine lui-même, et elle permet de découvrir un autre monde, une autre manière de l'envisager. Avec beaucoup d'humilité, Pinocchio arrive à nous faire participer à son voyage en ne nous idéalisant rien, mettant en avant même ses déconvenus. Par exemple, il y a ce moment, voilà, que je vous laisse lire.
Voilà, l'incompréhension de Pinocchio vis-à-vis de la messe, vis-à-vis d'un prêtre dans leur culture. Enfin, tout ça n'existait pas il y a 40 ans. Ils sont pas du tout de cette religion-là. Ils avaient pas la messe le dimanche. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout dans leur culture. Et c'est en fait une partie du peuple d'Amérique du Sud qui a fait que ils en sont venus à faire la messe le dimanche, visiblement. Et donc, ça nous raconte tout ça. Donc il a eu plusieurs désillusions parce que se faire une idée sur un peuple par le biais d'un livre et rencontrer pour de vrai ce peuple, qui plus est 40 ans plus tard, c'est pas la même chose. Et puis Pinocchio se dit tiens, si on allait un peu se marrer, si on faisait un peu une inception comme je vous expliquais et qu'on renversait tout. Imagine, encore une fois, imagine 2 petites secondes, si notre système entier était animiste, comme chez les Givaros ou Rivaros. Juste imagine. Et ben, ça a donné une très bonne série de 3 bandes dessinées de Pinocchio. Donc vous avez d'abord le petit traité d'écologie sauvage, qui va arriver, hop là. Ensuite, vous avez Mythopoïèse, voilà, et le 3e que je n'ai pas sous la main, qui est la cosmologie du futur. Ici, rien de plus simple, les dirigeants de la planète ont enfin décidé d'adopter la vision du monde des Indiens d'Amazonie. Il est désormais admis que les plantes et les animaux ont une vie intellectuelle et sentimentale similaire à celle des humains. Ils sont à ce titre des membres à part entière de la communauté morale. Par une série de petits strips à l'humour exquis et absurde, Pinocchio nous dépeint ce que serait notre monde suite à cette décision. Donc typiquement, voilà, Monsieur le Président, vous êtes attendu au G20, j'arrive, je remets un bousier sur ses pattes. Tic, alors. Donc voilà, donc il nous dépeint ce que serait notre monde suite à cette décision. Donc ça passe par plein de situations rocambolesques et cocasses, par exemple un discours de Vladimir Poutine qui légalise le mariage entre personnes appartenant à une espèce différente, en commençant tout d'abord avec les papayes, ou alors par exemple une autre situation, des mésanges anarchistes qui réécrivent le discours de Nicolas Hulot. Et donc ce jeu de l'inversion absurde nous invite à nous pencher sur la propre absurdité de notre système. Pareil, dans cette même BD, enfin dans cette même série, on suit un anthropologue, mais un anthropologue Rivaros. C'est-à-dire, pareil, quelqu'un qui étudie les populations dans leur milieu, dans leur environnement. Mais du coup là, c'est un Rivaros qui vient étudier notre société occidentale. Et donc lui, il étudie à Bois-le-Roi les derniers représentants de la société occidentale. Parce que ici, dans cette bande dessinée, la société et le système politique en voie de disparition, ce sont les nôtres, en renversement. Et ça donne des situations très très cocasses. Par exemple, le petit dessin que vous allez voir, donc c'est l'anthropologue Rivaros qui rentre dans un PMU parce qu'il a l'impression de trouver un totem qui tourne. Et c'est en fait, vous savez, les porte-cartes d'anniversaire, de chats rigolos, un truc comme ça. Et donc, il y a 4-5 pages sur lui qui est en train d'essayer de comprendre ce que c'est, pourquoi c'est là, quelles sont nos traditions derrière ça. Et ce qui est très amusant, c'est que ces situations très cocasses de cet anthropologue nous montrent à quel point on peut se tromper sur une culture. C'est-à-dire que lui, il part souvent dans des comment est-ce que je pourrais dire, réflexions, dans des schémas de pensée qui sont faux. Il va mettre des interprétations sur les choses qui ne sont pas du tout la réalité. Et encore une fois, c'est un jeu de miroir et d'inversion hyper intéressant sur le fait que on retourne encore une fois le prisme, là où l'homme occidental, l'homme avec un grand H, rencontre les autres peuples et nous en délivre sa vision, qui se veut être objective. Quand tu es anthropologue, tu es censé être objectif, mais en fait, de par là où tu es né, de par ta culture, de par tout ça, tu ne peux pas être objectif. Donc tout est subjectif. Et donc ici, un Indien Givaros nous étudie et tire des conclusions totalement farfelues. Et ça nous fait comprendre que nous-mêmes, et lui-même, quand il est allé voir les peuples Givaros, on a tendance à calquer, à cristalliser des attentes, des préjugés sur des peuples, sur une culture,
et qu'on est toujours très maladroit quand on tente d'expliquer, de comprendre la différence en face de nous. Pour finir, je vous parlerai d'une dernière bande dessinée qui s'appelle La recomposition des mondes. Je vais aller très vite sur cette dernière bande dessinée en vous disant que c'est celle-ci en priorité qu'il faut lire, car elle s'inscrit dans notre présent, dans notre pays, dans notre réalité, et que c'est celle qui m'a le plus amené à reconsidérer de nombreuses choses. On revient à une BD à la première personne comme Annette, la première que je vous ai présentée, où Pignocchi nous raconte sa venue à la ZAD, zone à défendre, de Notre-Dame-des-Landes. Et plus spécifiquement, à un moment une période très charnière de l'histoire de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui est au moment des affrontements en 2018, quand le gouvernement a ordonné la recomposition des mondes. Donc en 2018, le gouvernement a ordonné l'expulsion des habitants et la destruction des cabanes, logements qui n'avaient pas été régularisés. Donc, dans cette bande dessinée, il y relate les affrontements, les nuits de lutte, les destructions, les projets de reconstruction. Et à travers cette période très précise de l'histoire de la ZAD, il nous présente la philosophie de vie, la ténacité, la foi et l'espoir des personnes y vivant ou y contribuant. C'est aussi un endroit où il a pu voir, Pignocchi, se manifester cette pensée animiste. Il a été très surpris de reconnaître beaucoup de similitudes vis-à-vis du respect et de l'écoute et de l'attention et de l'empathie que les gens de la ZAD ont avec le vivant en général. Il a pu faire de nombreux parallèles avec les Rivaros. Il a pu voir en action dans notre société cette pensée animiste. Et ce qu'il a pu en conclure et le vivre, en fait, il l'a vécu, c'est une manière de vivre plus saine, plus respectueuse de l'ensemble du vivant, mais aussi plus exigeante dans les débats, dans les discussions et dans l'organisation. Ce qui est hyper admirable, ce qui m'est parvenu, moi, dans cette bande dessinée et qui m'a vraiment chamboulée et qui m'a fait beaucoup cogiter, c'est que leur lutte, donc tous ces gens de la ZAD, leur lutte, elle réside dans le fait même de vivre à cet endroit de cette manière-là. Ça réside dans leur manière même de vivre. Pour montrer, prouver que ça existe et que c'est un autre monde possible. Et j'avais pas conscientisé qu'on pouvait lutter aussi fort en vivant de la manière dont on souhaitait vivre dans le monde. Parce qu'en fait, ça ouvre des questions beaucoup plus larges. Qui est, par exemple, pourquoi les choses devraient être ce qu'elles sont? Et pourquoi devraient-elles le rester? Très grande question. Pour conclure, je dirais que Pignocchi, c'est pas juste aimer ou respecter plus les plantes et les animaux, c'est remettre en question un système entier, un système qui ne considère pas que la nature comme objet, un système qui ne considère pas que la nature comme objet, mais bien de plus en plus les humains. Nous aussi, nous devenons une valeur marchande, nous avons un prix et nous sommes utilisés comme tels, de plus en plus dans la société occidentale. Et donc ces petites graines de BD ouvrent le champ des réflexions, ouvrent des champs de réflexion plus vastes, comme par exemple, comment ma perception du monde n'est pas le monde, comment notre culture n'est pas la seule existante et encore moins la seule légitime d'exister, comment l'altérité est à chérir pour créer ensemble, citation, un monde qui laisse de la place à de nombreux mondes. Ah. Plus ça va, moins il y a de gens qui... Tout le monde rejoint les étoiles. On est en tête à tête, Augustin, ça me fait plaisir. Tout à fait. Non, mais on est là, dans les étoiles. Oui, c'est ça. Comment revenir à des problèmes hyper concrets après une chronique très philosophique? En fait, toutes les trois projets là que vous nous avez présentés, en commençant du coup par le projet d'écriture de Dorian, ils sont hyper philosophiques et la nature, le côté penser la nature non pas comme un concept, mais comme
En vrai, j'ai même plus les mots. Ça me perturbe tout ça. Un sujet et pas un objet. Oui, merci. Merci de rien. Je vais devoir essayer de reconnecter un petit peu tout le monde. Dorian, toi qui es là, la voix, est-ce que Oui. tu veux rebondir sur la chronique? Eh ben non, mais effectivement, ça fait bien réfléchir à cette question de... Oh, je suis là. De perception. Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai l'impression de ne plus entendre personne. Oui, oui, c'est juste qu'on Oui, parle. non, ok, c'est bon. Oui. Non, mais oui, sur cette question de renouvellement de la perception. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que vraiment, au-delà de l'art, en fait, même dans la vie de tous les jours, perception et représentation sont presque plus importantes que la réalité. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, et c'était une partie de ton message, Roman, j'ai l'impression, mais prendre soin de nos représentations et essayer de prendre conscience de nos représentations pour faire en sorte qu'elles soient le moins destructrices possible vis-à-vis des autres et vis-à-vis de nos confrères, de nos compagnons et compagnonnes, les plantes et les animaux. Maintenant, je ne pourrais plus utiliser le mot nature sans penser aux petits guillemets. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, on a C'est une récupéré bonne tout. chose. Oui, je voulais juste dire quelque chose que j'ai pas pu placer dans la chronique vis-à-vis de ça. Il y avait un truc hyper intéressant sur, j'espère que je vais réussir à le restituer, l'idée de protection de la nature. C'est-à-dire que Pinocchio, pendant longtemps, il n'arrêtait pas de dire qu'il fallait protéger la nature, que c'était hyper important et tout, ce qu'on est beaucoup à penser, hein, voilà. Et en fait, il parle du fait que c'est aussi un problème, parce que vouloir protéger la nature, c'est souvent en lien avec une utilité qu'on a d'elle à un moment. Ah ouais. Et il faudrait vraiment que je retrouve le passage où il en parle. Mais attendez, juste, je vais prendre ce temps-là. C'est vrai que. Ouais. En fait, ça m'a retourné le cerveau, le truc de. On remet, on remet complètement le terme nature à sa place. Alors, où est-ce que c'est? C'est une question de comment est-ce que tu le comprends, comment est-ce que tu le définis, en fait. Oui, c'est ça. Si on se replace ça dans le triangle de Cartman ou Karpman, je me souviens jamais, en sociologie, avec le sauveur, le bourreau et la victime, on met la nature en position de victime et on se place en position de sauveur et de bourreau. Et en fait, c'est pas viable parce que la nature... en fait, il faudrait presque plus parler de respecter la nature, de protéger, j'ai l'impression. Ben oui, parce qu'en fait, on la protège de nous-mêmes. Alors, j'ai retrouvé le passage. Ah, très bien. Donc, il parle du fait que, grâce aux différents travaux d'anthropologues, découvrir que la nature est une construction occidentale m'a fait un choc. Moi qui m'étais toujours considéré comme un grand amoureux de la nature et qui envisageait sa protection via le parc national comme l'objectif à atteindre. Au prisme de l'anthropologie, la protection de la nature apparaît comme le prolongement indissociable de l'exploitation. Dans un cas comme dans l'autre, on attribue aux plantes, aux animaux et aux écosystèmes des fonctions au service des hommes. Et là, donc, beaucoup d'humour. J'ai peut-être pas assez parlé du fait qu'il était très drôle dans ses BD, mais il dit « Entendons-nous, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas protéger. » Et là, il y a deux personnes qui parlent et qui disent « Est-ce qu'on protège cette magnifique vallée pleine de bouquetins et d'écureuils ? Impossible, ce serait trop méprisant pour eux. On va plutôt la démolir et construire une ligne à grande vitesse pour leur permettre de mourir dignement en martyrs. » Mais donc juste après, il dit « Cette oscillation entre protection et exploitation est biaisée, car lorsqu'on décide de protéger, il est toujours possible de revenir en arrière. L'inverse est plus difficile. Ce mouvement tend donc nécessairement vers la destruction. » Bon, j'ai pas trop réussi à expliquer, mais... Ouais.
Il y a un parallèle à faire presque avec l'histoire du travail. Je pense quand 19e siècle, industrialisation, quand Ah, de rien. Ton micro a coupé. ton droit du travail, il n'y avait pas la protection des ouvriers, ce qui fait qu'ils pouvaient bosser 7 jours par semaine, 12 ou 14 heures par jour, même les enfants. Et en fait, on a eu, enfin, si je comprends bien ce que tu dis, Roman, on a eu de la même manière cette phase d'exploitation parce que c'était des objets utiles avec une valeur commerciale, et ensuite est venue la protection dans un second temps, mais qui fait que certes les conditions sont un petit peu meilleures, comme avec la protection de la nature, mais le problème n'est pas résolu parce qu'on considère l'humain toujours comme un outil d'une certaine manière, et de la même manière que la nature. Oui. Parce que c'est plus clair. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, je pense qu'en fait, je vais, au moment où je vais revoir, l'émission dans la rediffusion, je vais réussir à capter tout ça. Mais en fait, il y a tellement de choses d'un coup qui me prennent et où ça remet en question plein de choses. Mais, C'est un épisode très très philosophique. On commence bien. Du coup, j'ai hâte d'écouter tout ça parce que moi, je débarque, je sais rien du tout. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a commencé très philosophique, et même en fait avec le sujet du film que Martin nous a présenté, c'était complètement ça aussi. Hein. C'était quel film ? C'était Le règne animal. Ah, je connais pas. Avec Romain Duris, il sort début octobre. Ok. Voilà. C'est justement comment dire, la cohabitation entre l'espèce humaine et une nouvelle espèce, entre nature et civilisation. Donc c'est vrai que c'est un sujet complexe. Ah bah ça se recoupe bien du coup. Et oui. Ouais. Tout se recoupe parfaitement. C'était tout à fait calculé. Bien évidemment. Écoutez, je vous propose que on passe à la suite tranquillement, parce que peut-être que cela vous a manqué, mais vous le savez, à chaque fin d'émission de Créatalk, on a le jeu. Donc je vous prie de faire place pour le jeu présenté par Aménir. Bonjour. Hello. Coucou. Salut. T'es coupé en J'espère. Je n'ai plus de tête. Oh, je suis un cyclope, regardez. Attends, là, oui, non, c'est bon. Merci de m'avoir rendu ma tête. Avec plaisir. J'espère que vous allez tous bien. Vous êtes tous partis dans des directions un peu plus philosophiques. Moi, j'ai pris le thème au pied de la lettre. Vous allez voir pourquoi, mais je vous propose que, un peu comme d'habitude, et pour qu'on s'habitue au pôle et tout ça, comment ça fonctionne, on fasse la fameuse question du jour. Donc aujourd'hui, on est le 25 septembre. Et il va falloir que vous deviniez, donc pour répéter un peu comment ça fonctionne, il va y avoir A, B, C, D. Et dans le chat, vous pouvez écrire normalement la lettre, et puis ça va voter tout comme il faut. N'est-ce pas ? Si jamais ça charge bien. Voilà. Et ensuite, vous, en live, vous pouvez juste discuter, voilà. Ouais. Donc commençons avec la question du jour. Le 25 septembre, est-ce que c'est la Saint-Sébastien, la journée mondiale des pharmaciens et pharmaciennes, son anniversaire, ou le dernier dîner de Dante ou de Dante? Je vous laisse quelques instants. Qui sont Alors, Sébastien. Si c'est pas la Saint-Sébastien. C'est l'anniversaire de Sébastien. Alors j'ai l'impression que le système de vote que nous mettons en place à chaque fois est down, tout simplement. Ok, je vais le faire de mon côté. Voilà, donc ça c'est bien. Donc vous pouvez évidemment toujours voter dans le chat, et puis on retiendra les points, à savoir à combien on est, et nous on peut choisir entre nous la fameuse question du jour comme d'habitude.
Ah si, il y a un sondage, ça y est. Ah oui. Ah, il y a un sondage qui a été. Attends, quoi? Avec un chrono, c'est stressant. Je n'ai pas décidé. Attends, Marine, c'est toi qui l'as mis en place? Oui, Ah ouais, d'accord. Ah ouais. mais c'est pas comme Oui, d'habitude, là, c'est oui, une d'accord, très bien. fonction. Ok. Bon, eh bien, d'accord. Je vous écoute donc, mes chers Voici joueurs. les différentes propositions. Alors, pour commencer, mais je peux peut-être me tromper énormément, mais j'exclurai la dernière solution parce que je suis pas un expert de Dante, mais je l'aime beaucoup quand même. Et le dernier dîner de Dante, ça me parle pas du tout. Dernier dîner, ça me fait penser à la scène, la Cena. Et là, c'est de Vinci, ce n'est pas Dante. Donc, d'instinct, je dirais, c'est pas ça. Ah ouais, qui fait par élimination. Ça nous avance pas trop. Ah. J'ai juste envie de faire la réponse B, moi, parce que. Ouais, j'aurais dit ça aussi, en vrai. Alors, il y a une personne qui a mis la réponse B dans le chat, c'est tout. Bah, d'accord. Eh ben, moi, j'ai même pas le. Je répondrai la réponse B. J'ai même pas Très le. bien. Moi, c'est mon stream et je vois même pas le sondage qui a été lancé. Enfin, le sondage est terminé. Donc, est-ce qu'on part pour la réponse B? Ouais. Allons-y. Ouais. C'était effectivement la réponse B. Donc, on peut dire un grand merci à tous nos pharmaciens et pharmaciennes. Avec aucune réflexion. Clap. C'était juste. Voilà. Oh, c'est important à savoir. Oui, c'est vrai. Donc, maintenant qu'on a compris plus ou moins comment fonctionnaient les sondages, comme je vous ai dit, j'ai pris vraiment au pied de la lettre le thème. Donc, c'est renouveau. Moi, j'ai pensé à renouveau, à nouveau. Et en fait, ce que je veux vous proposer, c'est des premières phrases. Première phase de chanson, première phase de roman, de film. Il y a un peu de tout. Bien. Et ensuite, vous, il faut que vous choisissiez. Donc, on va commencer relativement facile. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage. Oui. On a A, Avec le temps de Léo Ferré. B, Pourquoi tu m'aimes encore de Céline Dion. D, Je veux t'aimer de Sardou. Et Dernière danse de Kyo. D. Elle a pu faire la blague. Eh bien, je vote la D. Alors, aussi. attendez. Comme ça, je fais tout en même temps. Je pense que celle-là était relativement facile quand même. Tu notes les points aussi ou pas? Non, je note pas les points. Je veux bien que tu notes les points. Ouais, très bien. C'est la réponse D. C'est la réponse D. Hein. Je pense qu'on peut tous être d'accord. Je sais pas si les gens ont répondu. Mais c'est effectivement la réponse D. Yeah. Dernière danse de Kyo. Oui. Question numéro 2. Oh là là. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Alors Ah. là. Est-ce que c'est Mort sur le Nil d'Agatha Christie, La Dame en blanc de Wilkie Collins, L'étranger de Camus ou Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux? Je pense que là encore, je savais à qui je parlais. Si vous étiez à ma place, vous verriez en face de moi un radiateur. Sur ce radiateur, il y a une petite plaque sur laquelle il y a une quinzaine de livres de cet auteur. Avec sa tête aussi, sur plein de choses différentes. Et j'ai fait une chronique dessus, si ça peut... Enfin, je fais une chronique sur un des livres de cet auteur. Il y a dans la première version de Creator. Ouais, exactement. Ok. Exactement. C'était cadeau, c'était un peu cadeau pour nous, celui-là. Oui. Donc les autres, est-ce que vous savez? Oui. Martin. Oui. Bah, je suis le seul qui est vraiment... mais du coup, j'ai envie de dire la C. Oui. On part sur la C. On part sur la C. Moi, je pars sur la C. Effectivement, c'est bien L'étranger de Camus. C'est bon, j'ai un peu de mémoire et un minimum de culture. C'est vrai que c'est une phrase qui est... J'ai envie de vous montrer ce petit hôtel à Camus. Je sais pas comment je pourrais vous le montrer. Mais alors pour le coup, moi c'est le seul livre que j'ai lu de lui. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir un peu plus. J'ai 2 de ses romans là et j'ai hâte d'aller un peu plus loin. Oh oui, magnifique.
Ah oui, c'est vraiment disposé. Pas vraiment un hôtel. Oui, d'accord, je vois. C'est vraiment un hôtel à Camille. Ah, c'est génial. Meursault. Ah bah voilà, le voilà aussi. Tu avais fait ta chronique sur ça. Oui, je me exact. souviens. Pour la peste. Bon, moi j'ai foutu le bordel dans mon hôtel du coup. Alors passons à la question 3. Sera-t-elle plus dure? Quand nous réunirons-nous maintenant toutes trois? Sera-ce par le tonnerre, les éclairs ou la pluie? Est-ce que c'est A, Macbeth de Shakespeare? Oh. B, Le Jour des Rois de Shakespeare? Hamlet de Shakespeare? Ou Les Trois Petits Cochons? Je sais un peu. Fallait un petit peu compliqué à un moment quand même. Ah oui. Attendez, Alors, est-ce que... C'est pas Hamlet. Non, c'est Ça, pas c'est Hamlet. sûr. Non. Macbeth, il me semble pas que ça pourrait être que les sorcières. Ça pourrait C'est être pas les les sorcières, sorcières c'est pas les sorcières qui commencent. Elle dans- commence pas dans Attendez. Macbeth. Ah, parce Eh ben, que c'est la triche pas. première réplique d'une pièce? Mais oui, C'est le Triche but, pas. c'est ça. Oui. C'est toujours la première réplique, la première phrase, première la ligne. Ah première. bah, c'est sûr, mais tu triches, toi, là. il veut non, vérifier c'est si c'est sûr. les sorcières. Je suis quasi les sûre que sorcières. Macbeth commence pas par les sorcières. Le jour des rois. Et en même temps, le jour des rois, j'ai jamais entendu parler de cette pièce. Non, c'est la nuit des rois. Je pense que c'est une Ah, petite purée. devinette de notre Game Master à Menhir. Ah, Le jour, la nuit, renouveau. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il y aurait juste les trois petits cochons avec trois. À moins que Shakespeare Parce que ait c'est écrit un les trois jeu, petits il faut être cochons drôle. aussi, je sais pas. en vrai, c'est bizarre, là. Il y a aucune bonne réponse. Après, on est vraiment en train de remettre en question la parole de la Game Master. Qui Après, vérifie si c'est bon ou pas. Oui. Déjà, j'ai vérifié 3 fois avant de le mettre parce que je me suis dit, je vais me. Franchement, Alors, Le Jour des Rois, ça existe pour de vrai. Est-ce Mais que c'est ouais. une mauvaise traduction? Ça, je ne sais pas. Mais ça existe pour de vrai. Après, si jamais quelqu'un bah a alors, traduit c'est ça, alors. la nuit des rois au jour des rois, il est fort quand même. Après, c'est peut-être autre chose, tu vois. Nous, on pense Shakespeare tout le temps. Alors, dans le chat, enfin, sur le sondage, les gens ont dit B. Enfin, une personne a dit B à l'unanimité, du coup. Et Non, B, mais bah, en vrai, Moi, je dirais B aussi. Hein. Moi, je vais quand même voter pour Hamlet du coup. Ah non, c'est pas ça. C'est Ah pas ouais. Hamlet. Ah, je Non, vais non, mettre le la début B, ça d'Hamlet, me... le début d'Hamlet, c'est ils sont sur les remparts. Non, et pardon, disent, Macbeth, Ah oui. pardon. Ah, Macbeth, c'est Il possible. dit ça en ayant ouvert le livre. Moi, je pense qu'il y a de la Il faut triche. le Le point de rien, on va pas compter. Moi, j'ai dit B, Martin, du qu'est-ce que coup, tu en mais- penses? Parce que t'es le Je sais seul à pas, pas là, t'exprimer. je suis noyé Je là. sais pas. Ok. Est-ce que vous donnez votre langue au chat ou est-ce que vous partez sur la B? Bon, allez, on va partir sur la B. Moi, Ouais. je dis A. Là. Bon, alors on a un petit 50-50. Mais c'est bien la A, c'est bien Macbeth. Alors à voir s'il y a plusieurs traductions, je n'en sais rien. Mais moi, en tout cas, je vais les vérifier plusieurs fois. C'est quoi Tricheur. mais c'est à Et l'envers. c'est bien de À rien. l'envers. Toutes trois, quand nous revoir, dans l'éclair, la pluie, le noir. Mais Après oui. le tohu-bohu, le combat gagné perdu, quand le jour aura vécu. Où nous Parce que c'est voir les- sur les bruyères, où Macbeth revient de guerre. C'est les sorcières en fait. C'est les C'est la sorcières, scène ok. 2 où c'est Duncan et Malcolm. Ok, Exactement. waouh. Moi, La pour scène moi, ça 1, elle commence fait, toujours. une page. On la sucre tout le temps, cette scène. Bah ouais. Ou Bah, c'est juste- pour ça, c'est moi, je me juste- suis dit, je me suis dit, ils vont savoir exactement comment est-ce que c'est. Mais non. Mais c'est vrai que Ah, dès je qu'on le vous met ai- en scène, on l'enlève, ce truc où c'est juste une voix de loin. Enfin, Bah du coup, non, maintenant on le laissera. très bien. Exact. Jane, Alors après, pour le jour des rois, la nuit des rois, je ne sais pas, je vous laisserai vérifier, je vous dirai peut-être une prochaine fois, mais en tout cas, moi j'ai vu les deux et je ne sais pas la différence entre les deux. Donc, voilà. Le jour des rois. Passons à la question 4. Les gens Oh. me demandent toujours si je connais Tyler Durden. Durden. Tyler Durden. Oh, la tête de Dorian. Les aventures de Tyler Durden, Fight Club, American Psycho, The Game.
Martin. Cinéma, c'est pour toi. Il faut pas en parler, si je peux dire. Mais ouais, oui. J'ai revu Ah, American oh. Psycho récemment. Il a Et- donné un indice, le Oui. monsieur, là. Avec Oui. Christian Bale, comme disait Antoine Basseler. Christian Bale, ouais. Et J'ai revu American Psycho récemment, mais de rapporteur. J'ai vu aucun de ces 4 films, c'est coup dur. les aventures de Tyler Durden. Sur The Taylor The Game, c'est quel film déjà, ça? C'est David Fincher. C'est avec Oui, Michael oui. Douglas et Sean Penn. C'est un Oui. anniversaire un peu particulier. Oui. C'est fou parce que je sais que tu regardes plein de films, je sais que ça va être ton métier, je suis au courant de ton savoir, mais à chaque fois, je suis étonnée. Alors, Bella est-ce B, du coup. que dans le chat, il y a personne qui a répondu encore. Je me souviens plus des noms des personnages dans les films. Non, pas plus que ça. Romy, Dorian, dans le Moi, vent. je suis Maître Pazou et du coup j'ai voté pour Fit Club. Mais pas j'ai l'impression d'être un Jedi. Maître Pazou. C'est effectivement Fight Club. Avec, j'espère que je me suis pas trompée, mais du coup, Tyler Durden. C'est ça. Parce que moi non plus, je me souviens pas des noms. Brad Pitt. Yeah. Le dernier, alors ça, je pense que ce sera probablement le plus difficile, et donc je vous donne un petit indice. Ah bah peut-être Moi, pas alors. l'ai. Ah bah. Allez. C'est le premier vers d'un poème. Mhm. Est-ce que c'est le bateau ivre d'Arthur Rimbaud? Ah pardon. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Est-ce que c'est le premier vers de Le bateau ivre d'Arthur Rimbaud, Océanonox de Victor Hugo, Marine de Paul Verlaine ou L'homme et la mer de Charles Baudelaire? Je refais le J'ai petit pour. Paul. Alors, J'ai pas. En poésie, moi, je suis pas. bah, ce vers me dit quelque chose. Du coup, je vais aller par élimination. Je connais pas la B, je connais pas la C. Et du coup, c'est un de A ou D. Enfin, je connais pas. Je les ai pas lus en cours de français, quoi. Mais est-ce que tu t'en souviendrais si tu les avais lus en cours de français? Non, mais tu vois, c'est même pas un souvenir, c'est une vague. C'est un vague volant de marée qui me dit ah, c'est peut-être ça, tu vois. Mais j'ai envie de dire que la D, ce serait trop facile et t'as trouvé ça en mode. Alors, là, j'aurais un indice à vous donner. Comptez les pieds. Oui, À nous c'est- tous, là, on en je a ne 10. sais- Je ne sais pas qui écrit en alexandrin, Dorian. Alors, il y en a un déjà, tu sais qu'il écrit en alexandrin parce Oui, qu'il fait la même chose Victor au Hugo. théâtre. Oui, Victor Hugo, Hugo, oui, il fait bien ça sûr. beaucoup. Et le plus proche de lui chronologiquement écrit aussi en alexandrin. Ah, mais ils se Cher connaissaient Charlot. tous, j'ai l'impression, pour moi. Mais j'ai Alors, pour vous aider dans le chat, il y a une majorité de D. Mais c'est pas trop facile d'avoir mis la. Après, peut-être le titre du poème, c'est ce dont il parle, oui. Alors, je vous avoue que c'est extrêmement commun. Pour La merde, avoir hein. lu plusieurs poèmes pour faire ce jeu. En général, le titre, c'est juste le premier vers. Oui. Bon, bah Oui. voilà, hein, l'homme et Allez, la mer. hein, la D. Hop. Exactement. Ouais, L'homme et la mer. Par contre, c'est tous des vrais poèmes qui existent. Voilà. Oui. C'est la fin du créa-jeu. Ouais. Merci. Du coup, Bravo à tous. Merci d'avoir joué. Le chat était très bon. le chat, c'était très bon, mais je crois drôle. que Dorian a gagné. Il manquait que juste Fight Club. Mais par contre, il y a eu une question quasiment pour tout le monde. Donc, C'est vrai. Fight Club, moi j'ai répondu la bonne réponse. c'est vrai. En suivant. Grâce à Maître Pazou. Merci.
Petite parenthèse, je me suis permis de faire des recherches du coup sur le jour des rois, et en fait c'est une traduction discutable de la nuit des rois, qui en anglais se dit Twelfth Night. Donc, et apparemment dans certaines traductions un peu beauf, il est traduit comme le jour des rois, sans vouloir te critiquer, Marine. Bien sûr. Mais ce n'est pas un souci du tout. Moi, je suis allée sur les pièces en entier gratuites, machin. J'ai trouvé Shakespeare, j'en ai lu plusieurs. Et voilà. C'est vrai Mais que ouais, les du coup, c'est traductions bien ça. gratuites qui sont en ligne sont pas les. Ah ouais. Ouais, c'est pas forcément les mêmes. Les bonnes, les mêmes. Je ne suis pas autant versée que vous au théâtre. Oh bah. Non, mais écoute, merci beaucoup pour ce jeu. Ça fait plaisir. Ça faisait Ouais. longtemps qu'on ne s'en C'est était chouette. pas fait un. C'est fou. Bah en fait, c'est normal parce que bah ça fait plus de 3 mois qu'on n'a pas fait d'émission. Je vous propose qu'on reprenne les bonnes vieilles habitudes. On est 5. Je sais pas si moi j'en ai une, j'ai réfléchi, j'ai même pas pensé à en trouver une. Est-ce que vous avez des recos, des petites recommandations, pas de la semaine parce que bah ça fait plus de 3 mois qu'on s'est pas vu, donc est-ce que dans les 3 mois vous avez découvert une œuvre à proposer, à faire découvrir? Martin, je vois que tu acquiesces, j'ai l'impression que tu as quelque chose. Oui, ben, je me lance. Ouais, C'est ça? oui. Oui, bah écoutez, je peux vous recommander la série sur écoute, connue aux États-Unis sous le nom de The Wire, que j'ai découverte cet été, qui est considérée comme une des meilleures séries, si ce n'est la meilleure série de tous les temps. Donc The Wire, c'est une série en 5 saisons, une série policière qui se passe à Baltimore. Et pendant 5 saisons, on va suivre une unité de policiers qui va essayer de faire la loi, d'arrêter les trafics de drogue, les trafics d'êtres humains. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque saison se focalise vraiment sur un aspect de la ville. La première saison, c'est vraiment le trafic de drogue. Seconde saison, c'est les trafics dans le port de Baltimore. Troisième saison, c'est sur la politique, la mairie. Quatrième saison, c'est le milieu scolaire. Et cinquième saison, c'est le journalisme. Ah ouais. Donc voilà, je vous recommande cette série avec des superbes acteurs. C'est une série très réaliste, c'est-à-dire que c'est pas du tout une série policière où il y a des énormes rebondissements et où les flics triomphent à la fin. Il y a beaucoup de noirceur, de personnages fracassés, autant du côté des flics que du côté des mafieux ou des drogués. Mais Très presque dans du docu-fiction par moment. Parce que c'est inspiré de faits réels aussi. Ah ouais, Voilà. ça c'est intéressant. Ça. Le créateur David Simon est un ancien journaliste du Baltimore Sun. Et en fait, pendant plusieurs mois, il a suivi une unité de policiers et il a pris des notes, il a écrit un livre, je me souviens plus du nom, et après il a décidé de l'adapter en série. Pour mettre en avant la misère qui touche Baltimore, parce que c'est une des villes où le taux de criminalité et de pauvreté est le plus haut aux États-Unis. Ça a été fait de 2002 à 2008, je vois. Tout à fait, c'est ça. Pas très bien. Voilà, très Maroc. bien. Ouais, merci. Aménir, je crois que tu m'as dit que tu en avais une bien. Exactement. Ça s'appelle Comme un oiseau dans un bocal. C'est sorti ce mois-ci. C'est par Lou Luby et c'est un roman graphique qui parle des surdoués. Et j'en ai déjà un peu parlé aux gens qui sont moi, mais le dessin est absolument magnifique. Enfin, il est bien et simple dans la façon d'expliquer. En fait, on suit deux personnages qui sont. Il y en a un qui a toujours été. En fait, il a toujours su qu'il était surdoué. On l'a toujours catalogué en tant que haut potentiel, et l'autre le découvre beaucoup plus tard. Et c'est un peu tous les clichés qu'il peut y avoir par rapport à ça, comment c'est d'être à haut potentiel, etc., etc. Et c'est un peu pour l'initiative de l'autrice, de la dessinatrice, c'était vraiment de faire en sorte de démonter un peu les clichés qui peuvent exister sur les hauts potentiels. Et les explications sont très chouettes. C'est très on apprend tout en s'amusant. Moi, je pensais lire quelques pages avant de m'endormir et je l'ai bouffé d'une traite. C'est vraiment super. Oh, trop bien. C'est vrai que les dessins sont chouettes. Ouais. Ouais. Mais
Oui, c'est vrai. Enfin, j'avais regardé. Toi, tu l'avais partagé sur ton compte Instagram. Et du coup, j'avais regardé. Ça a l'air trop bien. Oui, oui, parce qu'il venait juste de sortir Enfin, je l'ai lu. En fait, je l'ai lu le jour même et il est vraiment très bien. Bah, trop bien. Comme un oiseau dans un bocal, alors. Portrait de surdoué par Lou Luby. Dorian, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer ou Oui, pas? alors en fait, j'en ai trois, mais je vais faire vite. Oh, waouh. Tout d'abord, une première qui est sortie cet été et qui m'a fait beaucoup de bien. Il y a la saison 2 de Heartstopper qui est sortie Ah sur oui. Netflix et qui est toujours aussi agréable et qui fait tellement de bien. C'est doux, c'est positif et ça se passe. Il y a une bonne partie de la série qui se passe à Paris. Ils sont en voyage scolaire à Paris et du coup c'est très rigolo. vrai. Voilà. Bref. Et après, Heartstopper, si je puis me permettre, qui est aussi un roman graphique à la base. je les ai tous là. Le roman graphique, franchement, c'est à déguster. Enfin, et ce qui est fabuleux, c'est que oui, c'est que ça parle de sujets. Enfin, c'est à la fois très doux et ça parle de sujets comme la dépression, comme les problèmes liés à l'alimentation, enfin plein de choses. Et c'est fait avec une simplicité et une bonté. Enfin, c'est fabuleux. Voilà, ils sont trop mignons en plus, tous. Et du coup, j'ai deux bouquins. Donc actualité, rentrée littéraire, Panayotis Pasco, ouais. La prochaine fois que tu mordras la poussière, que c'est pareil, j'ai lu en 2 soirs et encore j'étais fatigué donc j'ai pas pu aller jusqu'au bout, mais c'est assez, c'est très touchant, c'est assez brutal parfois, mais c'est de l'autofiction, c'est un roman, il dit, mais c'est de l'autofiction quoi. Il parle de sa vie et c'est assez sincère. Et je vous le recommande chaudement. Et enfin voilà, ça marque. Et j'en ai un autre qui s'appelle The Song of Achilles. Je sais pas comment on dit en anglais d'ailleurs Achille. Mais là, Achilles, le chant d'Achille en français, qui est une réécriture du mythe d'Achille, mais du point de vue de Patrocle, qui suit en fait principalement Patrocle, donc qui est le cousin et l'ami de Achille normalement, et enfin c'est sous-entendu que c'était son amant aussi, et du coup c'est exploité dans le bouquin, et c'est fabuleux de poésie, c'est une super manière de redécouvrir la guerre de Troie, enfin l'Iliade, et c'est hyper touchant. Donc voilà, je vous conseille. Là, je l'ai lu en anglais, mais il est bien. Bon, ça a coupé juste au moment, mais j'imagine que tu as dit il est bien évidemment disponible en français. Voilà, et apparemment merveilleusement traduit en français. Donc Ouais. je vous le conseille très chaudement. Et l'autrice Madeleine Miller a aussi écrit une réécriture du mythe du Circé, donc la sorcière sur son île déserte, qui est géniale aussi. Donc je pense que Roman, ça peut te plaire vraiment, Circé. Et elle a fait une petite nouvelle aussi sur Galatée, le personnage de mythe qui est très bien aussi, qui est très cru, mais qui passerait très bien en théâtre en fait. Galatée dans le mythe, elle a été, en fait, c'est un sculpteur qui faisait des sculptures tellement magnifiques et qui a créé la plus belle femme en fait en sculpture, que les dieux, pour le récompenser, ont donné vie à la statue qui est devenue sa femme, qui est devenue son objet. Et en fait, c'est le récit de comment elle va sortir de son emprise. Et pas de spoiler, mais la fin est à la fois glauque et réjouissante. Ouais, bah, Song of Achilles, ça me dit quelque chose à venir. Ouais, je plus soit on dirait que je fais plus un pour ta recommandation, j'adore. Romy, est-ce que tu as, en plus des BD dont tu nous as parlé? Oui, bon bah effectivement, déjà les BD de Pinocchio, je vous les recommande 1000% en bibliothèque, en médiathèque. C'est vraiment la jonction parfaite entre du divertissement, de l'humour et de la réflexion.
apprendre des choses. Bon, voilà. Alors oui, j'ai 2 recommandations autres. Bon, il y en a une qui est pas très originale, mais qui vaut la peine d'être citée, qui est le film Anatomie d'une chute, donc Palme d'or de Cannes, film français, de Justine Triet. C'est un film qui, sur énormément de points, est pour moi un chef-d'œuvre. Déjà, c'est un soin et une place centrale pour des acteurs. Enfin, je veux dire, les acteurs sont vraiment au centre, et tu sens qu'elle travaille avec eux avant toute chose, en fait. C'est ces acteurs qui priment, c'est beaucoup de scènes où ça parle beaucoup, mais pas dans le sens où ça blablate et c'est chiant, mais plus, vu que c'est un procès et une affaire, ça commente beaucoup de choses, mais du coup, tout le jeu est dans l'éloquence, la parole, la verve, c'est incroyable. Et puis, ouais, les acteurs sont fous, l'histoire est passionnante parce qu'elle t'amène pas là où... Enfin, pour aller très vite, donc c'est juste une famille, une femme, Sandra, son mari Samuel et leur fils, Daniel, je crois, oui. Et le père est retrouvé mort au pied du chalet, il est tombé du dernier étage. Et donc toute la question du film, c'est est-ce que c'est un suicide ou est-ce qu'il s'est fait pousser par sa femme et donc c'est un meurtre. Et en fait, ce qui est trop intéressant, c'est que là où un film pourrait facilement, entre guillemets, aller vers on veut savoir c'est quoi la vérité, est-ce que c'est une meurtrière, est-ce que nanana, en fait c'est un film, j'ai envie de dire réaliste, mais qui nous met face à la complexité de la vérité, qui des fois ne peut jamais être su. Et donc bah du coup j'ai failli spoiler, mais j'allais dire il y aura pas de, disons que c'est pas un spoil parce que je vous dis pas ce qui se passe à la fin, mais il y aura pas de résolution divertissante, j'ai envie de vous dire. C'est pas le sujet de ce film, et je trouve ça tellement intelligent sur tous les niveaux d'analyse et de réflexion. Enfin bon, bref, c'est pas très développé ce que je dis, mais c'est vraiment un film vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film entre guillemets complexe, et ça m'a fait du bien parce que j'en ai un peu marre de voir que des choses pré-mâchées avec des scénarios que tu peux anticiper hyper facilement. Enfin, Anatomie d'une chute. Ah oui. Et deuxième chose, ça va aller très vite aussi, c'est une pièce de théâtre contemporaine qui s'appelle Borderline Love, écrite par Lorraine Marx, qui est une autrice française de théâtre contemporain. Et c'est l'histoire, enfin, comment dire, c'est pas tant une histoire, mais c'est le dispositif qui est intéressant. Il y a 3 personnages, il y a la femme qui raconte, l'autrice et toi qui est l'adresse. Mais en fait, c'est un énorme monologue de la femme qui raconte à une autrice qui va retranscrire son histoire et qui des fois s'adresse à un toi qui est parti, qui est très certainement son ex. Et en fait, donc c'est un long monologue, c'est écrit hyper parlé. C'est du langage vraiment très courant et quotidien. Et des fois, donc déjà, ça se dévore du coup. Ça se lit très très vite. C'est pas un langage quotidien chiant, c'est vraiment juste tu déroules. Et des fois, il y a des sortes de pépites, de choses qui surgissent, comme par exemple, il dit toujours, elles font, elles rosillent de plaisir. C'est mignon, mais toujours, c'est le jeudi suivant, le mardi parfois. Toujours, c'est de 17h à 19h. Les hommes ont modifié toujours à leur image. Ils ont rendu toujours passagers parce qu'ils sont persuadés que leur mission est de faire tourner le monde. Si le moindre homme s'arrête pour aimer juste une seule seconde, ou pour pisser, ou pour je sais pas, on va s'enfoncer tout droit dans l'univers et bye bye le soleil, et sans soleil, pourquoi les plages, et pourquoi la mer? Sans les hommes, il ne nous restera plus que la Normandie et Saint-Brieuc. Je sais pas pourquoi je dis ça. Désolée, je crois que je suis bourrée. J'espère que j'ai vexé aucun Normand. Bref, des fois il y a des pépites de choses qui surgissent de poésie dans la parole quotidienne déroulée. Des fois il y a un peu de poésie et c'est incroyable. Moi j'adore cette autrice de théâtre, je la trouve super. Donc voilà.
Eh ben, très bien. Merci beaucoup. Ça nous fait tout plein de. Ça fait envie tout ça. Ouais, ça fait tout plein de recommandations. Je vous avoue que bah, j'ai réfléchi vraiment toute la journée et j'ai pas réussi à trouver quelque chose, même si je sais qu'il doit y avoir quelque chose de très bien que j'ai vu, hein, plein de trucs, une petite série ici, la saison 3 de Only Murders in the Building qui est en ce moment. Bref, mais j'ai pas envie de m'attarder sur une reco. Vous aurez normalement, si tout se passe bien, sur le compte Instagram de Creatalk, toutes ces petites recos qui seront en story et que vous pourrez retrouver en story à la une sur le compte Instagram. Je pense qu'on peut se dire qu'on va terminer cette première de la saison 2 là-dessus. C'est vraiment quelque chose hein, de faire ça plus tard. Moi, j'aime bien, franchement. Donc, n'oubliez pas, évidemment, maintenant, cette année, nous serons à chaque fois le lundi soir à 20h, un lundi sur deux. Marine, redis-moi, on dit un lundi sur deux ou tous les deux lundis? Un lundi sur deux. Un lundi sur deux. J'ai jamais réussi à l'avoir. Un lundi sur deux. Évidemment, donc, suivez le compte Instagram @creatalkshow pour avoir toutes les infos, les petites recos avec des liens que vous pourrez regarder. La rediffusion, si jamais vous êtes arrivé au milieu de l'épisode ou quoi, sera disponible à partir de dimanche sur la chaîne YouTube ADL Poki. Et je me dois d'en parler parce que finalement l'émission Creatalk est produite par Astromoon, l'émission, la maison de création artistique qu'on a construite avec tout le petit monde que vous voyez notamment sur l'émission. On fait une soirée d'ouverture énorme, giga stylée, le 14 octobre à Bordeaux. Allez suivre aussi le compte Instagram d'Astromoon, @Astromoon Studios. Il y a pas mal de choses très très chouettes qui sont mises publiques et on montre plein de petites choses de comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on travaille. C'est quelque chose qui est quand même assez intéressant pour des gens comme vous qui regardez une émission sur l'art, la culture et la création. Il a réussi à caler le slogan de l'émission à la fin. Merci beaucoup à tous pour cette première de la saison 2. On se retrouve dans 2 semaines pour un invité que j'ai hâte d'avoir. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans la saison 1. C'est Wilson, alias Cumulus, sur les plateformes musicales. Un musicien et dessinateur, animateur. À dans 2 semaines! Bisous, merci beaucoup, merci Aménia, merci Pazou, merci Romy, merci Dorian d'avoir été là. Bisous, merci à vous de nous avoir regardé en direct. Ciao, bye bye. Merci. Ciao, merci encore. L'outro se lance. J'oublie tout le temps qu'il y a un petit temps avant le lancer de l'outro, c'est bon. Bisous.